La radio est une imagination. La vôtre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez à l'instant le jury du dimanche sur votre radio préférée, j'espère. E-Radio qui a le plaisir et l'honneur de recevoir commandant Malick Tall. Bonjour. Bonjour Ibrahim Amadou Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous présente aux passagers. Vous êtes ancien chef pilote à Air Afrique, directeur des opérations à Air Sénégal International, commandant de bord, instructeur à Sénégal Airlines et responsable de juillet 2016 à octobre 2017 des opérations aériennes au sein de l'équipe de projet chargée des études de faisabilité et de la mise en œuvre des diligences préopérationnelles de Air Sénégal SA. Vous êtes freelance aujourd'hui depuis votre départ de ce poste en conseil et accompagnement dans la mise en œuvre des projets industriels aéronautiques. Malick Tall est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, option génie mécanique, et il est ancien élève de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse. En outre, il est titulaire de la licence de pilote de ligne délivrée par la Federal Aviation Administration des États-Unis d'Amérique. Il est formateur, instructeur et examinateur de pilote de ligne. Auditeur interne, Malick Tall est également auditeur du système de management de la qualité et du système de management de la sécurité. Il a à son actif une expérience de 37 ans dans l'industrie de transport aérien et totalise plus de 20 000 heures de vol. En qualité de pilote de ligne, commandant de bord sur Airbus 330-200, Airbus 320, Airbus 310-300, Airbus 300-600, Airbus 300 B4, Boeing 737 NG, génération juste avant le fameux Boeing Max qui a fait un accident récemment. Je veux parler de l'appareil d'Ethiopian Airlines. Malick Tall dispose d'une qualification de type sur DC-10, DC-8, DC-3. Il est membre fondateur et ex-actionnaire de la compagnie panafricaine Askai. De juillet 2009 à décembre 2009, Malick Tall est sollicité par le consortium des banques mandatées par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la levée des fonds pour la constitution du capital social de Sénégal Airlines en qualité de consultant. Et enfin, de juillet 2011 à janvier 2015, Malick Tall a occupé les fonctions de commandant de bord sur Airbus 320 à Sénégal Airlines. Une présentation longue parce que quand on vous confie notre vie, c'est une image que j'utilise. Vous êtes pilote aujourd'hui et les auditeurs étant des passagers, il faut donc qu'on sache à qui on confie les commandes de l'avion. Malick Tall, la première question naturellement, c'est le crash de l'appareil d'Ethiopian Airlines, 157 morts, le Boeing 737 MAX est mis en cause. Quelles sont les hypothèses qui peuvent être émises et pouvant expliquer l'origine de l'accident finalement? Alors, selon les informations dont on dispose aujourd'hui, ce qui est à l'origine de l'accident, c'est la mise en place à bord de cet avion d'un logiciel qui est appelé MCAS, et qui était chargé de bloquer l'évolution de l'avion à des incidences inférieures à l'incidence de décrochage. Je m'explique. Vous savez, le Boeing 737 a été produit pour la première fois en 1967. Il y a 10 000 exemplaires de Boeing 737 qui ont été produits dans les usines de Boeing à Seattle. Et vous avez été copilote dans le Boeing 737 NG. J'ai été commandant de bord. Commandant de bord, instructeur sur le Boeing 737 NG. Très bien. Le 737 NG, c'est la génération qui vient juste avant le 737 MAX. Le 737 MAX a été mis en ligne en 2016. Et celui qui a fait l'objet de l'accident à Addis Abeba a été mis en ligne en novembre 2018. Donc c'est un avion neuf. Oui, tout neuf. Tout neuf. Mais pourquoi Boeing a installé le logiciel sur cet avion? Boeing est en concurrence forte aujourd'hui avec Airbus sur ce modèle, sur son module d'avion. C'est un avion de bimoteur de 150 places monocouloir. Alors, Airbus a sorti récemment l'Airbus 320 Neo.
qui est un avion par rapport au 737 de nouvelle génération, donc le 737 précédent, qui a un moteur qui consomme moins de carburant. 320 Neo, c'est celui dont Air Sénégal vient de se doter récemment. Air Sénégal vient de se doter d'un 330 Neo. 330 Neo. D'accord. Qui est un long couloir. On y reviendra. Un long courrier. On y reviendra d'ailleurs. Oui. Le 320 Neo, c'est un moins courrier. Très bien. Alors, c'est un avion qui consomme, ils ont mis des moteurs qui consommaient moins de carburant. Et Boeing, pour rester dans ce leader dans ce créneau, a décidé de sortir très rapidement un 737 doté aussi de moteurs consommant moins de carburant. Alors, quand ils ont sorti le moteur, ils étaient obligés de faire certaines modifications, notamment au niveau de la fixation des moteurs sur le 737. Le 737 a des moteurs qui sont très bas en termes de marge entre le sol et le moteur. Et donc, pour pouvoir l'installer, ils étaient obligés de faire des modifications. Donc, ils ont mis... dans la précipitation? Oui, certainement. Bon, je ne peux pas dire dans la précipitation parce que c'est quand même une société sérieuse, mais je dis que la concurrence aidant, ils n'ont pas voulu concevoir un nouvel avion, ils ont voulu faire une modification sur un avion existant. Et on parle de moteur gros et lourd. Oui, il est gros et lourd parce que c'est des moteurs à double fan, parce que pour augmenter la poussée, il faut augmenter l'injection d'air au niveau des moteurs, et ça permet d'augmenter la poussée et de réduire la consommation. Alors, donc, ils ont mis un moteur lourd. Ils étaient obligés de modifier les pylônes de fixation sur les réacteurs, des réacteurs là sur l'avion. Et l'avion a eu une position très avancée par rapport à la position qu'avaient les réacteurs des 737 précédents. Ça a créé un phénomène ça a eu pour conséquence de cabrer l'avion. Cabrer l'avion, ça veut dire le nez de l'avion était relativement haut. Et le nez de l'avion étant haut, ce phénomène de cabrage existant, au décollage, l'avion avait tendance à prendre un angle d'incidence assez élevé. Qu'est-ce qu'on entend par angle d'incidence? L'angle d'incidence, c'est l'angle entre le bec de l'avion et l'horizontale. C'est ça l'angle d'incidence. Il y a le bec de l'avion. Quand on décolle, l'avion on tire sur l'avion, le bec monte, et l'angle entre le bec et l'horizontale, ça s'appelle l'angle d'incidence. Et cet angle d'incidence-là, quand on est à basse vitesse, a tendance à créer ce qu'on appelle le décrochage. Le décrochage, c'est que l'avion n'est plus en sustentation. Et là, l'avion fait quoi? Il pique du nez? Oui, il ne prétend plus assurant, il met du nez et puis il a tendance à descendre. C'est-à-dire que l'avion n'est plus soutenu par l'air. Alors, pour rendre intelligibles les choses, je sais que c'est technique, vous êtes obligé de rester technique, mais bon, je sais que vous avez suffisamment d'expérience pour expliquer aux auditeurs ce qui s'est probablement passé, parce qu'il faut être prudent, il y a les boîtes noires qui sont en train d'être analysées et tout, mais est-ce qu'on peut parler de défaut de fabrication sur ce Boeing 737 Non, on ne parle pas de Max. défaut de fabrication. Boeing a voulu corriger quelque chose qui était lié à la présence des nouveaux moteurs installés sur cet avion. Il a voulu corriger pour protéger contre un phénomène de décrochage. Et pour cela, il a mis un logiciel. Ce logiciel-là prenait des informations sur le détecteur d'angle d'incidence et envoyait ça à la gouverne de profondeur qui est derrière l'avion, et cette gouverne de profondeur mettait l'avion en piqué. Et ça ne se produit que si quand l'avion est en pilotage manuel. En pilotage automatique, c'est le pilotage automatique qui prend en charge l'ensemble de ces choses-là. Oui, mais on sait aujourd'hui que le pilotage automatique, c'est ça la tendance, non? Non, les décollages se font en manuel. En manuel, systématiquement. Systématiquement en manuel. Les décollages ne se font pas en automatique. Et les ordinateurs, ils servent à quoi? Les ordinateurs... Une question profane. Oui, les ordinateurs, ils servent à aider à la navigation de l'avion. Ils servent à aider au traitement de la panne. Quand on est en vol, ils sont là pour aider à la gestion des carburants, à la gestion de l'ensemble des circuits de l'avion. À quel moment il faut passer au pilotage automatique? Généralement, on passe au pilotage automatique à 200 pieds, à 30 mètres du sol, on met le pilote automatique. Généralement. Mais quand il n'y a pas de problème. Et à l'atterrissage, on reprend encore. Par contre, pour l'atterrissage, on peut se poser avec
le pilotage est automatique. Automatique. Ouais. Mais le décollage... pour résumer très rapidement sur cette question très importante, Boeing a installé un logiciel pour essayer d'aider, d'aider les pilotes à ne pas atteindre l'angle d'incidence qui mène au décrochage de l'avion. Mais en le faisant, ils n'ont pas informé les pilotes de l'existence. C'est ce qui s'est passé là, sur l'appareil d'Ethiopian Airlines. Ils n'ont pas informé les pilotes. Les pilotes pouvaient sortir de cette configuration de piqué que le logiciel avait ordonné à la gouverne de profondeur, mais ils ne savaient pas qu'il y avait 2 manettes sur le pylône il suffisait que ça s'appelle stop cut-off. Il suffisait de les déclencher pour sortir de la configuration où ils étaient. Ils n'avaient pas cette information-là. Alors, il y a eu le même appareil sur l'Indonésie, Lion Air, qui a également connu un accident, un crash presque similaire. Est-ce que ça veut dire que cet accident d'Ethiopian aurait pu être évité si on avait tiré vraiment les leçons du drame de la compagnie Lion Air? Il y a effectivement l'accident de la compagnie Lion Air à mer Java, en Indonésie. Et des informations que nous avons, dont on dispose en ce moment, on peut dire que les 2 accidents sont plus ou moins similaires. Alors, c'est vrai, on aurait pu faire l'économie de cet accident, mais vous savez, l'aviation, surtout pour les avions de nouvelle génération, pour les nouvelles définitions d'avions, il y a une phase expérimentale, généralement, qu'on ne peut pas éviter. Je l'ai dit, cet accident... Selon les informations dont on dispose, on aurait pu l'éviter si les pilotes avaient eu suffisamment d'informations sur l'existence de ce logiciel et le rôle de ce logiciel, et la manière dont il fallait sortir de la configuration qui faisait que le logiciel prenait en charge l'avion en phase piquée. Je pense que s'ils avaient ces informations-là, on aurait pu les éviter. Maintenant, on va attendre la fin de l'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'on s'achemine vers cette conclusion. Commandant Malik Tal, qui a une expérience de 37 ans, qui a connu les Airbus, le Boeing en tant que commandant de bord. Vous parliez tout à l'heure du Boeing 737 NG, qui est la génération juste avant la génération 737 MAX, qui est le sujet de discussion aujourd'hui. En quoi la décision de clouer au sol ces appareils 737 MAX presque partout dans le monde est-elle justifiée, commandant? Elle est justifiée parce que il y a eu 2 accidents qui se sont succédés en 6 mois, en moins de 6 mois, causant pratiquement 157 d'un côté, 180 quelques de l'autre. Il y a eu près de 400 morts en 6 mois. Donc, par mesure préventive, c'est tout à fait justifié de clouer ces avions au sol, le temps de cerner le problème et de prendre les mesures rectificatives qu'il faut. Et qui devrait aller dans quel sens? Les mesures rectificatives? Oui. C'est d'abord corriger s'il y a des corrections à faire sur le logiciel, il faut faire ces corrections-là, et puis surtout informer les pilotes, les utilisateurs. Le problème aujourd'hui au niveau du transport aérien, c'est qu'on a des avions de plus en plus performants, de plus en plus ce sont des avions électroniques de plus en plus compliqués. Il faut qu'il y ait une plus grande synergie entre les ingénieurs de conception et les pilotes d'essai. Et le Sénégal aussi s'est inscrit dans... Oui, le Sénégal va suivre. Cette mouvance, oui. On a entendu sur nos antennes le directeur général de l'ANACIM dire que le Sénégal également a suivi cette décision. Ah oui, le Sénégal va suivre cette décision parce que bon, c'est de la prévention. On ne joue pas. Si les choses ne sont pas clarifiées, on est obligé de prendre une mesure préventive. Et la mesure préventive, c'est de couler les avions au sol, le temps d'élucider les tenants et les aboutissants de ce problème. Est-ce que Ethiopian Airlines peut être accablé sur ce coup-ci? Je ne pense pas. Vu les éléments dont on dispose, je ne pense pas que Ethiopian puisse être accablé. Et qu'Ethiopian est une compagnie de référence aujourd'hui dans le monde, je ne dis pas seulement en Afrique, mais dans le monde, qui a une bonne réputation pour la formation de ses pilotes. Les avions, la flotte est composée généralement d'avions récents. Non, Ethiopian est une fierté pour l'Afrique.
Et à mon avis, je ne pense pas que, comment dirais-je, Ethiopian puisse être, qu'on puisse lui reprocher certaines choses. Bon, maintenant, c'est vrai que dans un cockpit, bon, ça c'est ce qu'on se dit nous entre pilotes, c'est que dans un cockpit, quand on voit comment dirais-je, un dispositif nouveau présent dans le cockpit, on doit se poser la question pourquoi ce dispositif-là. Ça, aujourd'hui, entre nous, c'est ce qu'on dit. Mais visiblement, les pilotes n'étaient pas informés et donc on n'était pas formés pour sortir de cette configuration-là. J'ai pris cette décision et c'est une décision prise en toute indépendance, a affirmé sur la chaîne NBC Dan Elwell, responsable par intérim de la FAA, alors que le monde entier avait déjà interdit de vol les Boeing 737 MAX. Il a précisé que les données qui avaient conduit à cette décision avaient été fournies par le Canada, abonné à un service particulier. C'est une nouvelle technologie, selon l'agence de presse canadienne QMI. Ces données fournies par le Canada ont été recueillis à l'aide d'une nouvelle technologie développée depuis 2012, par une entreprise créée en 2011 en Virginie aux États-Unis qui suit le trafic aérien en temps réel à l'aide de 66 satellites, comme le précise le journal canadien Le Devoir. Grâce à cette technologie, Aerion parvient à reconstituer la position des avions toutes les 8 secondes. Votre commentaire? Oui, le président Trump a dit qu'en prenant ces décisions-là, il a visualisé une vidéo prise par satellite de l'évolution de l'avion d'Ethiopian. Bon, cette vidéo-là n'a pas été publiée à tout le monde, mais je pense que sa décision était fondée sur ça. Aujourd'hui, les satellites qui sont là nous permettent de suivre les avions à temps réel. Maintenant, il y a des zones d'ombre, de non-couverture, si je peux l'appeler ainsi. C'est le cas de l'avion malaisienne qui a disparu depuis maintenant 2 ou 3 ans. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé l'épave. On a retrouvé quelques éléments de l'épave du côté de Madagascar, de la Réunion, je crois. C'est vrai, aujourd'hui, on dispose des moyens techniques pour suivre aujourd'hui les avions à temps réel, même chez nous, même nous à notre niveau, via satellite, on arrive à suivre moi je suis tous les vols que j'attends, ou bien les vols que je dois prendre, je les suis à temps réel pour connaître leur position. Justement, c'est ça le paradoxe. Ouais. C'est ça le paradoxe que malgré tout ce dispositif, que des avions disparaissent, qu'on perd le contrôle des avions. Suivre un avion est une chose, avoir le contrôle de l'avion est une autre chose. On peut suivre l'avion, voir l'avion évoluer, mais on n'a pas le contrôle de l'avion. Le contrôle de l'avion, c'est le commandant de bord et le copilote qui sont dans l'avion qui ont ce contrôle. Pour l'instant, on n'a pas le contrôle. Mais, aujourd'hui, sur le plan de la robotique, de l'intelligence artificielle, le monde a fait suffisamment de progrès pour qu'on puisse dire que dans les 10 ans, 15 ans à venir, on sera en mesure de faire voler des avions sans pilote. Il y aura un pilote, mais le pilote sera au sol. Aujourd'hui, on a tous les moyens. C'est comme le fait des drones, les avions deviendront des drones. Oui, comme les drones. Il y a des drones, moi j'ai vu l'armée américaine a des drones qui sont basés à Niamey. J'ai vu à plusieurs reprises durant mes vols, ces drones-là décoller, atterrir, alors que le pilote se trouve aux États-Unis. Il est dans une base américaine aux États-Unis. Donc ce phénomène, c'est comme les voitures. Les voitures, aujourd'hui, dans 10 ans, on sera en mesure de rentrer dans sa voiture sans avoir à la conduire. Avant d'arriver à cette ère, là, commandant, quels sont qu'est-ce qu'un pilote doit avoir comme capacité technique comme humaine et tout ce qu'on veut, alors pour qu'on lui confie la vie de centaines d'individus dans les airs? Alors pour qu'on vous confie la vie de centaines d'individus dans les airs, le préalable, c'est la visite médicale. Il faut avoir une excellente santé. La visite médicale ab initio
qu'on l'appelle. C'est une visite médicale qui dure 48 heures. Vous faites un check-up complet. Non seulement on va faire un point sur votre santé actuelle, mais on va faire une projection sur ce que devrait être votre santé dans 15-20 ans. Pourquoi? Parce que la formation d'un pilote est un investissement lourd. Avant d'investir sur la formation d'un pilote, on cherche à savoir si la personne d'abord a la santé qu'il faut, s'il a les capacités techniques. La santé, donc, c'est la visite médicale extrêmement rigoureuse qui fait un bilan complet de votre santé actuelle et qui fait une projection sur les 10, 15, 20 ans à venir pour savoir si vous avez la chance de maintenir cette santé-là d'ici 15 ans pour qu'on puisse faire, un investissement sur vous. Deuxième préalable, c'est un test psychotechnique et psychomoteur. Ça permet de connaître l'individu. Est-ce que l'individu, il a une tendance à, par exemple, à se suicider? Est-ce que l'individu, sur le plan mental, est relativement équilibré? Ensuite, on fait les tests de connaissance générale. C'est suite à cette batterie de tests que vous êtes envoyé en formation. Et la formation, c'est un cycle qui est précis. Et à chaque instant, vous subissez des tests pour voir si, votre formation se déroule normalement. Les envies suicidaires, parce qu'il n'y a rien de mieux comme endroit que d'être suspendu comme ça, absolument, dans les airs, dans le vide, et de se laisser aller. Absolument. On a eu le cas de Germanwings, la compagnie allemande, où le copilote s'est suicidé. Il a délibérément, il a attendu que le commandant de bord se lève pour aller aux toilettes. Il a verrouillé la porte du cockpit et il a délibérément, jeté l'avion sur la montagne. En emportant d'autres vies avec lui. Absolument. Commandant, c'est une opération qui va être coûteuse, j'imagine. Ces avions 737 MAX sont pour l'instant cloués au sol. Peut-être qu'il faudra les changer, en tout cas revoir un certain nombre de choses. Ce qui donne aussi à Airbus une longueur d'avance sur le Boeing aujourd'hui, sur Boeing. Longueur d'avance, oui et non. On a eu l'exemple de l'Airbus 320 du Mont Saint-Odile. Ça aussi, c'était une erreur parce que les pilotes n'étaient pas suffisamment informés de l'utilisation d'un bouton qui permettait à l'avion de descendre soit en pente, soit en pourcentage. Ça a créé beaucoup de problèmes. Non, je pense que là, aujourd'hui, la première des choses, c'est de savoir pourquoi l'accident. Une fois qu'on saura pourquoi l'accident, qui est responsable. Une fois que les responsabilités seront situées, d'évaluer les dégâts et de savoir qui paye. Est-ce que c'est les assurances? Est-ce que c'est Boeing? Mais ça, je veux dire qu'on rentre dans un processus qui est assez maîtrisé. Je vous lis un passage des articles qui ont été écrits sur ce qui s'est passé. Si le problème se limite à un changement de logiciel, ça devrait aller vite et le correctif devrait être moins coûteux, estime Goldman Sachs. Au vu du nombre d'avions en service, la facture des réparations coûterait moins d'$1 milliard, calcule Ken Herbert, analyste chez Canaccord, interrogé par l'AFP. Mais s'il est déterminé que c'est un défaut de conception, les modifications prendront plus de temps et seront coûteuses, avance encore Goldman Sachs, pour qui ce scénario serait le pire. Non, c'est vrai. Si c'est un problème de manque d'information sur la présence de ce logiciel et de fonctionnement de ce logiciel, je pense que les dégâts seraient moins coûteux. Ce sera le moindre mal, disons. Pourquoi le moindre mal? Aujourd'hui, on estime que il y a environ 250 à 300 737 MAX en service dans le monde. Il y a 1600 Boeing 737 en service dans le monde. Donc, faire ces corrections-là. Mais maintenant, il faudra évoluer
Le manque à gagner. Le fait que l'avion soit cloué au sol. Déjà. Le manque à gagner. Évaluer les conséquences en termes d'image, et tout ça. Maintenant, si c'est un problème, un défaut vraiment de conception, il faudra revoir les choses de bout en bout. Ça coûtera plus cher. Et en termes d'image, ça coûtera plus cher à Boeing. Oui, Ethiopian Airlines aujourd'hui aussi qui est... Non, Ethiopian Airlines, non. Ethiopian Airlines, si sa responsabilité n'est pas engagée, elle sera dans une position relativement confortable. Son image ne sera pas dégradée, parce qu'on saura que c'est pas sa responsabilité. Maintenant, elle va se retourner vers Boeing pour dire, bon, écoutez, moi, votre affaire là, ça m'a coûté tant. Les passagers, Boeing va faire certainement des offres aux parents des passagers qui sont décédés. Si ces parents acceptent les offres de Boeing, Boeing va payer. Si les passagers n'acceptent pas les offres de Boeing, ils sont obligés de s'adresser au tribunal. Et c'est au tribunal de définir le montant des indemnités. Une pensée pieuse donc pour ces 157 morts du crash de cet appareil d'Ethiopian Airlines. Une pensée aussi à toutes les autres victimes dans le domaine de l'aviation. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui commandant Malick Tall. Commandant, du haut de vos 37 ans d'expérience, de votre âge aujourd'hui, 68 ans, je ne trahis pas un secret. Vous avez été chef pilote, commandant de bord, vous êtes un examinateur, un superviseur de pilote. L'avion est-il, malgré tout, le moyen de transport le plus sûr? Indéniablement, l'avion est le moyen de transport le plus sûr. En 2018, plus de 4 milliards de passagers ont été transportés dans le monde par des avions commerciaux. J'ai dit 4 milliards. C'est un peu plus que la moitié de la population mondiale. Quand on fait le décompte de morts, de personnes tuées par des avions commerciaux, ça tourne en moyenne tous les ans entre 400 et 700 personnes. C'est quand même beaucoup aussi. 400-700 personnes, c'est le nombre de tués rien qu'en France au niveau de la circulation automobile. C'est peanuts. Parce qu'il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas de mécanique sans problème. Oui. Mais une vie de perdu, c'est... Oui, une vie de perdu, c'est toujours une vie de trop. Une vie de trop. Ça, je suis d'accord avec vous. Une mort de trop. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous avez un avion qui atterrit et qui décolle pratiquement toutes les secondes, 4 milliards de passagers qui sont transportés, c'est quel pourcentage? Peanuts. Maintenant, je pense que effectivement, on devrait faire des efforts pour réduire ce nombre de tués au niveau des avions commerciaux. L'avion plus sûr que la voiture, plus sûr que le train, plus sûr que le bateau. Indéniablement. C'est ça qui fait le succès de l'avion. Si l'avion n'avait pas cette sécurité-là, aujourd'hui, on ne parlait pas d'une croissance de 7 à 8% du trafic mondial, et d'autant de passagers qui sont transportés aujourd'hui à travers le monde. Avez-vous personnellement une anecdote heureuse surtout, mais peut-être malheureuse, à raconter au bout de 37 ans dans ce métier? Oui, d'abord je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la carrière que j'ai eue. D'avoir piloté des avions pendant 37 ans et de n'avoir jamais eu d'accident. J'ai eu des incidents, mais j'ai pas eu d'accident. L'incident majeur que j'ai eu dans ma carrière de pilote, c'est un soir au décollage de N'Djamena, allant sur Jeddah. J'étais sur A300 B4 en qualité de commandant de bord. Il était 1h30. Vous savez, les campagnes africaines sont des campagnes noires, même au niveau des villes, même au niveau des aéroports. Quand vous êtes au-dessus de Roissy-Charles de Gaulle ou bien d'Orly, vous voyez de la lumière partout. Quand vous êtes au-dessus de N'Djamena, c'est l'obscurité totale. Donc, au moment où j'ai déjaugé l'avion, c'est-à-dire que j'ai commencé à décoller, j'ai entendu un boom.
Le réacteur venait de prendre un gros oiseau. L'avion était plein de passagers. On était pratiquement à la masse maxi de décollage. Donc, il fallait garder son sang-froid, faire la procédure dans son intégralité, avertir la tour de contrôle, demander à revenir, éventuellement faire un vidage carburant parce que l'avion était lourd. Donc, ça, c'est, je veux dire, l'événement le plus important que j'ai eu à vivre. Et ça se joue en combien de secondes? Non, le temps de décoller, non, je veux dire, l'impact, il est immédiat. Oui. Mais non. Mais le réflexe, il faut. Le réflexe qu'il faut, c'est d'abord maintenir l'avion dans sa trajectoire. Il faut piloter l'avion. C'est le premier réflexe à avoir. Le deuxième réflexe, c'est le traitement de la panne. Mais la trajectoire de l'avion, c'est ça le fondamental. Il faut maintenir la vitesse de l'avion, maintenir l'avion dans sa pente, décoller. Une fois que la trajectoire est maîtrisée, à partir de ce moment, on fait ce qu'on appelle le traitement de la panne. Donc, on suit les procédures, on appelle la tour de contrôle et on demande à revenir. C'est là où la tour de contrôle vous demande à revenir. Autre chose aussi que j'ai eu, c'était un jour... C'était sur quelle compagnie déjà? Air Afrique. Air Afrique, ouais, oui. Ouais. L'autre chose, très rapidement. Sur Air Afrique, oui. C'était... j'étais en train de faire un Dakar-New York. J'étais sur... commandant bord, c'est à 310. Bon, au départ de Dakar, on savait qu'on allait côtoyer un ouragan, un cyclone tropical. Qu'on allait le côtoyer parce que la trajectoire de ces cyclones tropicaux, ce sont des trajectoires sud-nord, c'est des cyclones qui partent des mers du Caraïbe, qui arrivent vers le sud des États-Unis, vers Floride, et qui longent un peu les côtes américaines. Et c'était aux alentours de Bermudes, ce qu'on appelait le fameux triangle des Bermudes, qui est triangle dangereux, qui est une zone très dangereuse à l'époque parce que les avions n'avaient pas des radars performants, les avions ne volaient pas aussi haut, les avions n'avaient pas suffisamment de marge de carburant pour faire des évitements, de longs évitements. Donc, entre la position qui nous avait été signalée au départ de Dakar et la position où on a trouvé le cyclone tropical, il y avait... Donc, on a eu quelques fortes turbulences, mais on a pris suffisamment... On a su anticiper suffisamment pour faire un évitement qui nous a permis de réduire les conséquences de ce cyclone tropical. On touche du bois. On va à cet instant de l'émission écouter un auditeur avec la complicité d'Alioune Diassé et de nos caméramans vous poser une question avant de revenir en studio. Bonjour à tous les auditeurs du JDD sur iRadio. Je me nomme Boubacar Diallo. Ma question s'adresse au commandant Malik Tall, qui a eu à travailler, je pense, pour les défuntes compagnies Air Sénégal International et Sénégal Airlines, dont on sait tous ce qu'elles sont devenues. Alors, en quoi la nouvelle compagnie Air Sénégal International peut-elle se distinguer de ses prédécesseurs, en tout cas pour lui assurer un meilleur avenir? Voilà, question sur Air Sénégal. Sur Air Sénégal, et ça, qui nous permet d'aborder un autre thème. Oui. Avant de répondre à cette question, il faut savoir d'abord pourquoi les deux premières compagnies ont disparu. Oui. La première compagnie, Air Sénégal International, était une compagnie prometteuse. On est parti avec un capital de l'ordre de 7 milliards de francs CFA, un actif d'un Boeing 737 qui était relativement âgé, qui avait plus de 17 ans d'âge, qu'on a été obligé de mettre au parking définitivement après seulement 16 à 17 mois d'exploitation. Mais surtout, c'est une compagnie qui ne disposait pas beaucoup de moyens. Le fonds de roulement initial pour cette compagnie au démarrage était de l'ordre de 500 millions de francs CFA. C'était très peu. Ça, c'était sous quel régime, pour nous rafraîchir la mémoire? Entre le régime socialiste et le régime libéral? C'est la fin du régime socialiste. Fin du régime socialiste. Et début du régime libéral. Très bien. Fin du régime socialiste parce que avant cette compagnie, il y avait une compagnie qui s'appelait Air Sénégal Sonatra. Air Sénégal Sonatra était une propriété... Air Afrique était actionnaire, le Sénégal aussi était actionnaire. Mais qui ne disposait pas de beaucoup de moyens. Ils ont eu beaucoup de difficultés à survivre.
Et les syndicats se sont soulevés, et c'est là où le président Diouf a fait appel aux Marocains en leur disant, écoutez, nous on a une compagnie, venez nous aider à remettre ça en selle pour maintenir les emplois. Et après, Diouf est parti, quelque temps après, Air Afrique a déposé le bilan, et c'est quand Air Afrique a déposé le bilan que Air Sénégal International s'est trouvé avec des opportunités de trafic qui n'étaient pas prévues initialement. Que nous n'avons pas su saisir pour aller rapidement. Non, on a su les saisir. Oui, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Non, si, on a su les saisir parce que Air Sénégal International, en peu de temps, était devenue la première compagnie de l'Afrique de l'Ouest. A été primée à 3 reprises en Afrique de l'Ouest. Le seul problème d'Air Sénégal International, c'est que l'État du Sénégal et l'actionnaire RAM ne s'entendaient pas sur l'objectif à donner à cette compagnie-là. Pour une raison, c'est que l'État du Sénégal ne s'intéressait pas à cette compagnie. Ils ont donné ça aux Marocains. Bon, écoutez, essayez de nous aider, essayez de remettre ça en selle, et puis qu'on paye les trucs, et puis que cette compagnie-là marche. C'est là, quand la compagnie s'est retrouvée avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 milliards de francs CFA par mois, avec un trafic sur la sous-région de l'ordre qui captait plus de 70% du trafic de l'Afrique. C'est en ce moment-là que la compagnie a eu suffisamment d'attrait pour intéresser les uns et les autres. Et on a tué la poule aux œufs d'or. Parce que par ailleurs, on s'imaginait qu'en tuant cette compagnie, on pourrait mettre une autre compagnie avec un actionnaire nouveau qui serait Emirates. Emirates, je n'ai jamais vu. Sénégal Airlines. Mais ce on-là, c'est qui? C'est l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal. À l'époque, c'était le ministre Karim Wade qui était aux affaires. C'est Karim Wade qui aurait plombé. Je ne dis pas qui a plombé. Mais c'est Karim. La décision s'est prise sous son magistère. C'était une bonne ou une mauvaise décision? Pour moi, c'est une mauvaise. C'est une mauvaise. Parce que Air Sénégal, on aurait pu en faire une très belle compagnie. Air Sénégal International, on aurait pu en faire une très belle compagnie. AIC est devenu Sénégal Airlines. AIC est devenu Sénégal Airlines. Avec un capital, je pense, de 17 milliards. Comment dirais-je, il y a 2,7 milliards qui n'ont jamais été libérés. Maintenant, on parle d'Air Sénégal. Voilà. Air Sénégal et ça. C'est la question de l'auditeur. En tenant compte de toutes ces expériences, de toutes ces leçons. Moi, j'avais beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut dire de Air Sénégal et ça? J'avais beaucoup d'espoir pour Air Sénégal et ça. Oui. Parce qu'on a senti un engagement très fort du président Macky Sall. Très fort. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, on dotait une compagnie nationale africaine d'un capital de 40 milliards de francs CFA. C'était une première. Pour la première fois au niveau du Sénégal, on sentait un engagement aussi fort de l'État du Sénégal. Pourquoi vous conjuguez le présent au passé déjà? Au passé parce que entre ce qu'on prévoyait et ce qui se réalise, il y a une marge. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé sur l'étude de faisabilité d'Air Sénégal et ça, avec un cabinet londonien, un des plus grands cabinets mondiaux d'expertise aérienne. C'est un cabinet qui a aidé pas mal de grandes compagnies américaines à sortir de ce qu'on appelle le chapitre 11, le chapitre 11 des États-Unis, des compagnies qui étaient plus ou moins en faillite, qu'il fallait redresser. Et ce cabinet-là, elle les a aidés à se redresser. Donc, quand on a commencé à travailler sur le dossier, on a fait ce qu'on appelle une étude de marché. L'étude de marché était claire. Le Sénégal avait une position idéale pour monter une compagnie forte, pérenne. Qu'est-ce qui fait que le Sénégal avait cette position idéale? Ce qui fait que le Sénégal a cette position. Le Sénégal a toujours cette position. Il l'a toujours. Ouais. Donc le Sénégal a cette position idéale. Le Sénégal est entouré de 7 États qui n'ont pas de compagnie aérienne. Ce qu'on appelle le catchment aérien. Quand vous regardez aujourd'hui autour de nous, les deux seuls pays qui disposent d'une compagnie aérienne, c'est le Cap-Vert et la Mauritanie. Le Mali n'a pas de compagnie aérienne. La Guinée-Bissau n'a pas de compagnie aérienne. La Gambie n'a pas de compagnie aérienne.
La Guinée-Conakry n'a pas de compagnie aérienne. La République sierra-léonaise n'a pas de compagnie aérienne. Même le Libéria n'a pas de compagnie aérienne. Et certains de ces États, dont notamment la Guinée-Bissau, nous avaient contactés à la fin vers la fin d'Air Sénégal International pour que la compagnie nationale sénégalaise soit en même temps la compagnie nationale bissau-guinéenne. C'est une opportunité forte. Ce catchment aérien génère en termes de chiffre d'affaires plus de 1,4 milliard de dollars. Dans les 1,4 milliard de dollars, le Sénégal, déjà avec Air Sénégal International, captait plus de la moitié. Donc 700 millions de dollars. Voilà. Donc le marché, il est là, il était là, omniprésent, omnipotent. En quoi une compagnie, on dira nouvelle compagnie qui vient d'acquérir 2 A330-900 Neo, tout neuf, 60 milliards x 2, dont le premier appareil a été livré et qui se nomme Casamance d'ailleurs, le deuxième devant s'appeler Sine Saloum, qui est la même compagnie qui a 2 A319 et 2 ATR. Les A319 c'est en leasing. En un mot, une bonne flotte qui fait la desserte intérieure, la desserte sous-régionale, et maintenant qui a fait son premier vol il n'y a pas longtemps sur Paris. En quoi cette compagnie devrait vous gêner? Non, moi, pour que vous soyez si pessimiste. Non, d'abord la compagnie ne me gêne pas. D'accord. Au contraire, je suis pour cette compagnie nationale. Très bien. Le Sénégal a besoin d'une compagnie nationale. Le Sénégal ne pourra pas accéder à l'émergence sans une compagnie nationale forte et pérenne. Le Sénégal ne pourra pas faire de l'aéroport international Blaise Diagne un hub régional sans une compagnie forte. C'est la compagnie qui fait le hub. C'est pas l'aéroport qui fait le hub. Aujourd'hui, l'aéroport international de Blaise Diagne n'est pas un hub, c'est un aéroport ordinaire. Ah oui? Oui. Parce que qu'est-ce que c'est que la définition de hub? Avec près de presque 3 millions de passagers. Non, c'est pas le nombre de passagers. Pas loin. Oui, c'est quoi? Le hub, on est hub and spoke. C'est-à-dire drainer le maximum de passagers vers cet aéroport-là et les éclater vers d'autres aéroports. C'est ça le hub. Le hub, celui qui est leader du hub, c'est la compagnie nationale. Les spécialistes disent que pour qu'un aéroport soit un hub, il faut que des compagnies des compagnies qui desservent cet aéroport et au moins 14 atterrissages et 14 départs. Il faut 14 touchés d'une même compagnie pour que cette compagnie pour que l'aéroport soit. Et aujourd'hui on en est loin. On en est loin parce qu'aucune autre compagnie que la compagnie nationale ne pourrait faire ça. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est le management de la compagnie. Non. C'est son directeur général avec qui, quand même, il faut le rappeler. Vous avez eu quelques malentendus. Il ne reste pas beaucoup de minutes. Oui. Je ne reste pas. Pour moi, c'est pas un problème de personne. Ce que je dis. Philippe Bonne ne vous dérange pas comme directeur général. Non, on avait fait il y a un travail qui a été fait avec un cabinet international. C'est un groupe d'experts et un cabinet national. Et je rappelle très rapidement ce travail, processus de certification PA que vous aviez entamé en juin 2017 avec d'autres experts sénégalais avant d'être interrompu dans la mise en œuvre de la compagnie. Cela vous est toujours resté en travers de la gorge. Non, je vais arriver. Laissez-moi juste vous expliquer ce qui me gêne. Très bien. Ce qui me gêne, c'est que premièrement, il y avait une étude qui avait été faite, qui a été présentée au président de la République. Le président de la République avait accepté cette étude. Cette étude avait été challengée par une grande compagnie internationale qui a regardé l'étude de bout en bout et qui a conclu que c'était une étude qui était viable, sérieuse et crédible. Cette étude avait prévu quoi? 2 ATR 72, 2 ATR 72 en achat, 2 A319 en leasing et un Airbus 330, pas le Neo, le 330 CEO 200. Qui est le même Airbus qu'utilisait Corsair au niveau du Paris-Dakar. Qui a quel avantage d'avoir plus de capacité? Non. Qui a moins de capacité. Moins de capacité, d'accord. L'actuel, le Neo, on est à 290. Oui, 290. L'autre, on est à 250. 250. Pourquoi il fallait choisir le CO au lieu du Neo?
On a choisi parce que c'est le CO qui économiquement permettait de faire des profits. D'accord. Le Néo ne gagnera jamais d'argent sur le tronc. Et la recommandation, c'était d'acheter un seul appareil. Non, c'était de louer, pas d'acheter. Et même pas d'acheter. On a 40 milliards. Oui. Ces 40 milliards-là, D'accord. une partie était utilisée pour payer ce qu'on appelle les PDP, pour la Terre 72, que nous, en tant que Sénégalais, c'est nous qui l'avons réalisé. C'est pas l'équipe actuelle qui a acheté ces avions-là. C'est nous qui avions acheté ces avions-là. Et aujourd'hui, on a acheté deux appareils. On a acheté ces avions-là. Ensuite, ils ont loué des avions. On voulait faire de cette compagnie une compagnie prestigieuse, avec doté d'outils de travail qui soient des outils performants. Ils ont été chercher des avions qui ont 15 ans, pour les 79, 17 ans d'âge, dans des conditions qui ne sont pas du tout transparentes. Ces avions-là, à mon avis, aujourd'hui, travaillent plus ou moins à perte. Ils ont été cherchés. On a 330 Néo. On est toujours à 40 milliards de capital. Pourtant, voilà ce que j'ai lu concernant... Parce que vous, déjà, votre problème, c'est l'option d'achat ou de location. Voilà ce qu'on dit un peu de l'option d'achat. C'est un chiffre d'affaires mensuel de 28 à 30 milliards. Et en termes d'option, je parle de l'achat, c'est la 3e position dans le cadre du retour sur investissement derrière l'immobilier et les impôts. Oui, mais ça aussi... C'est ce qu'on dit. Non, ça... Oui, non, vous le contestez. Vous le contestez. Retour d'investissement... Oui. Non, ça c'était... On l'a démonté, on a fait un dossier, on a démonté cet argument de Philippe. Vous maintenez qu'il fallait plutôt louer. Aujourd'hui, la compagnie n'a pas les capacités de louer. Aujourd'hui, la location de la 330, vous savez combien le Sénégal a déboursé? 82 milliards. Le Sénégal a déboursé 82 milliards. Il y a 22 milliards sous forme de PDP, donc d'avance, et 60 milliards qu'ils ont décaissé le 8 mars dernier. 82 milliards. Il y a, Rwandair. Vous savez que Rwandair a pris 2 A330 Néo, loué à une compagnie américaine. Rwandair a sorti au bas mot 1,5 milliard de francs CFA pour que l'avion soit à disposition. Nous, on a sorti 82 milliards. Vous êtes pessimiste par rapport au présent, mais surtout au futur de Air Sénégal. Une compagnie, pour qu'elle soit pérenne, il n'y a pas 36 solutions. Il faut une gestion orthodoxe, il faut des choix éclairés, et il faut une vision claire. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. À qui la faute? Mais la faute, je ne sais pas. Comment dirais-je, l'actuelle direction générale n'est pas tombée du ciel. Elle est arrivée là. Bon, est-ce que les autorités savent exactement ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'elles ont les tenants et les aboutissants? En tout cas, on a essayé de les alerter. On a essayé de discuter avec nos autorités. Mais bon, pour l'instant, ce que nous pouvons constater, c'est que là, on va droit vers le mur. Cher Ibra Faye, question sur notre page Facebook avec Sandra Ndiaye, notre digital management. Quelle politique aéroportière pour placer définitivement notre compagnie aérienne au même rang que les grandes compagnies mondiales? On va terminer par là. L'objectif pour la politique aéroportuaire, l'objectif de l'aéroport, c'est de faire l'aéroport international Blaise Diagne un hub régional. Le premier hub régional de l'Afrique de l'Ouest. Pour cela, il faut qu'il y ait un ligne très fort entre l'aéroport et la compagnie aérienne. Parce qu'un hub répond à des règles qui sont précises, de gestion des bagages entre l'arrivée et le départ, de gestion des passagers en transit, de ponctualité. Il faut avoir les moyens matériaux qu'il faut pour assurer une ponctualité d'un ensemble d'avions qui arrivent en même temps et qui partent presque en même temps. Donc voilà. Donc il faut un personnel performant. Il faut un personnel de qualité.
C'est ce personnel de qualité. Il y en a au Sénégal. On peut compter sur l'expertise sénégalaise. En tout cas, le Sénégal a les moyens de se doter d'un personnel de qualité. Maintenant, il y a le patriotisme qu'il ne faut pas négliger. Oui. Le patriotisme, quand on a la possibilité de voyager sur Air Sénégal, à commencer par les fonctionnaires de l'État, il faut le faire quand même. Pour donner le bon exemple. Non, mais ça, c'est sûr. J'étais heureux de savoir que le Premier ministre a pris un avion d'Air Sénégal lors de son dernier déplacement. Le président de l'Assemblée nationale a pris un avion d'Air Sénégal lors de son déplacement. Ça, c'est des choses, ça c'est un minimum. Je veux dire, c'est l'argent du contribuable. Oui. Il faut aider. Mais aujourd'hui, Mamoudou, oui. L'industrie du transport aérien ne se limite pas à l'aéroport et à la compagnie aérienne. Oui. L'industrie du transport aérien comprend d'autres volets qui sont la formation, les ateliers de maintenance, le catering, et les infrastructures aéroportuaires. Et c'est la fin. Commandant Malick Tall, c'était un plaisir de vous recevoir pour échanger sur les enjeux de l'aviation internationale africaine, mais aussi sénégalaise. Commandant Malick Tall a été pilote, chef pilote, commandant de bord. Il est aujourd'hui instructeur, formateur. Émission Jury du dimanche présentée par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Aliou Diassé, pour les réseaux sociaux Sandra Ndiaye et nos sympathiques caméramans pour la vidéo, une émission que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube et également sur ITV, canal 15 de la TNT. Donc c'était Pape Fall et Augustin Mandang à la caméra. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. La radio est une imagination. La vôtre.